une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, avant de présenter ma thèse de doctorat, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette soutenance et d'avoir lu avec attention mon travail. Je vous remercie également de partager avec moi vos remarques précieuses ainsi que vous l'avez fait jusqu'ici, car elles ne sauraient manquer de m'aider à poursuivre mes recherches. Je tiens à témoigner de toute ma gratitude envers les professeurs Antoine Cazet et Brigitte Félix pour leur pré-rapport à la fois encourageant, bienveillant et enrichissant. Leurs remarques m'ont donné bon espoir quant à la possibilité de publier ce travail de thèse une fois les modifications nécessaires apportées. J'ai également la plus grande reconnaissance envers mes deux directeurs de thèse, les professeurs Marc Anfreville et Paul Lévy, sans qui la présente étude n'aurait jamais vu le jour. Avec l'expertise qui leur est propre, ils m'ont guidée patiemment à chacune des étapes de ce stimulant mais difficile parcours. Je tiens particulièrement à saluer leurs nombreuses révisions de mon texte de thèse, ainsi que leurs suggestions d'amélioration et de lecture des plus pertinentes. Je souhaitais également rappeler à la professeure Isabelle Alfandari le souvenir ému que j'ai d'une soirée passée en février 2020 à l'École normale supérieure, au séminaire d'études juives, lorsque vous avez consenti à présenter à mes côtés L'oiseau juif de Bernard Malamud et Ombre sur l'Hudson d'Isaac Bashevis Singer. En tant que jeune chercheuse, j'ai été impressionnée par la finesse de vos analyses sur ce que je venais de choisir comme deux de mes auteurs de thèse. Merci enfin à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour assister à cette soutenance. Je tiens particulièrement à saluer la présence de ma mère et de mon mari, que je chéris tendrement et à qui je dois tant. Je voudrais à présent revenir sur mon parcours de recherche et sur les raisons qui m'ont poussée à entreprendre de rédiger cette thèse intitulée Zachor, Iskor, Kaddish, éthique et esthétique du deuil dans la fiction brève de 4 auteurs juifs américains, Saul Bellow, Bernard Malamud, Cynthia Ozick et Isaac Bashevis Singer. De ces 4 auteurs finalement retenus pour mon corpus de thèse, c'est Isaac Bashevis Singer que j'ai découvert le premier. Encore tout enfant, j'avais trouvé, dans la maison de mes grands-parents en Alsace, un petit recueil de nouvelles intitulé Zlaté la chèvre et autres contes. À une époque où j'ignorais encore tout, tant de la culture juive que de ce fascinant microcosme du shtetl que fait revivre Singer à travers ses écrits, je me souviens d'avoir été durablement marquée par cette première lecture. J'ouvris émerveillée la porte d'un monde peuplé d'une myriade de créatures surnaturelles, de rituels juifs revisités, de miracles, de schlémils et de schlimazel, tous plus étourdis et malchanceux les uns que les autres, qui me paraissaient étonnamment humains, au-delà du cadre en apparence particulariste des récits singériens. En somme, j'accédais alors pour la première fois à un univers à la fois infiniment proche et radicalement étranger, qui luisait pour moi d'une lueur jusqu'alors inconnue. Lorsque j'ai reçu à l'adolescence l'héritage de mes grands-parents largement composé de livres, j'ai de nouveau eu entre les mains, non sans émotion, ce petit volume. Je me suis alors procuré les Collected Stories d'Isaac Bashevis Singer, que j'ai lu avec délice, mu par le désir croissant de fournir un travail plus poussé sur cet auteur. Singer fut donc ma porte d'entrée dans mon domaine de recherche actuel. Lors de mon année d'Hippocagne, j'eus l'occasion de faire la connaissance, par livre interposé, d'un autre de mes auteurs de thèse. Alors élève au lycée du Parc à Lyon, je m'étais empressée d'emprunter toutes les anthologies de littérature juive américaine que j'avais pu trouver, et un texte m'a marqué plus que tout autre, il s'agit de L'oiseau juif, The Jewbird, de Bernard Malamud. J'y retrouvais ce réalisme magique, cette évidence de l'irruption du merveilleux en la personne d'un petit oiseau doué de paroles, dans le New York aseptisé, où réside dans la nouvelle la très conventionnelle famille Cohen. Ce qui m'avait interpellée chez Singer refaisait ici surface, et j'eus de nouveau l'impression diffuse que ces lignes évoquaient, elles aussi, un monde simultanément familier et cependant presque anachronique. Cette espèce de corbeau piteux et mal en point, noir jusqu'au bout des plumes, sombre encore par son nom, à savoir Schwartz, comme les Haredim et les Chassidim d'Europe orientale, cette créature terrorisée par l'ombre des pogroms, implorant qu'on lui serve des mets typiquement yiddish, savant comme un mélamède, cet oiseau juif, disais-je donc, était une anomalie dans l'Amérique de la deuxième moitié du XXe siècle. Une énigme pour la famille juive assimilée, qui allait devoir l'intégrer ou au contraire le rejeter. Résoudre le mystère de cette présence sous le mode différé de la trace, voilà sans doute les tout premiers germes de ma recherche. Arrivée en Master 1, après avoir intégré l'école normale supérieure, je commençais à suivre les séminaires du professeur Marc Anfreville sur le gothique américain, découvrant Charles Brockden Brown, Ambrose Bierce, Washington Irving et bien d'autres encore.
Une nouvelle pièce du puzzle devait m'être remise à l'issue de cette passionnante initiation. Je me demandais alors, existerait-il un mode gothique juif américain ? Bien des remarques de mon professeur me faisaient spontanément penser aux œuvres singeriennes que j'avais pris l'habitude de relire dans l'optique de leur consacrer mon mémoire de Master 1. En ouvrant les 3 volumes de nouvelles, je retrouvais ce mélange d'horreur et de désir caractéristique de la littérature gothique, mais aussi, plus précisément, la projection de la psyché des personnages sur un landscape qui deviendrait un mindscape, notamment à travers le ciel qui, chez Singer, est très souvent rouge sang et qui finit par s'abattre sur ses infortunés protagonistes, bien souvent, comme en un effet d'annonce des heures les plus sombres de la Shoah. Ces nouvelles présentaient également des tropes et des thèmes récurrents que j'ai eu l'occasion d'étudier par la suite, de dédoublement, de fragmentation de la psyché, de dislocation du corps et de l'âme. Enfin, elles mettaient en scène une interrogation constante sur les limites entre le soi et l'autre, exploitant sous 1000 facettes les thèmes de l'aliénation et plus spécifiquement dans certaines nouvelles de la possession par le D-Book. C'est d'ailleurs également en Master 1 que j'ai eu l'occasion de lire le D-Book d'Ansky, ce qui me força à repenser le cadre de mes recherches. Si les mêmes problématiques hantent l'auteur et folkloriste d'origine juive et Singer, exilé d'origine polonaise qui avait passé la majeure partie de sa vie en Amérique, ne conviendrait-il pas, lorsqu'on définit le gothique juif américain, de renoncer à l'adjectif américain, peut-être de postuler qu'il existerait un gothique juif par-delà les frontières ? Cette interrogation était d'autant plus prégnante que le mode gothique était presque absent des œuvres de Bello et Ozick, que je lisais également à cette époque, en vue d'une recherche de la constitution d'un éventuel corpus de thèse. C'est l'une de mes principales pistes de recherche que j'entends d'ailleurs approfondir à l'avenir, et elle rejoint bien entendu mon questionnement sur le canon de la littérature juive américaine et du parenthésage de ce syntagme nominal que j'ai eu à cœur de détacher de la référence à la seule ethnicité, suivant en cela l'approche de Madame Paul Lévy et de Rachel Hertel. Cette question de l'intégration de tel ou tel auteur au sein du canon de la littérature juive américaine s'est posée d'emblée. Puisque j'ai choisi de consacrer mon mémoire de Master 1 à Singer sous la direction du professeur Amfreville, j'avais sous les yeux un auteur dont les écrits avaient à l'origine été rédigés en yiddish et qui avait coopéré très activement pour les faire traduire en anglais. Mais l'interrogation est toujours d'actualité, peut-être. Singer, qui a vécu la majeure partie de sa vie, de 1935 à 1991, aux États-Unis, est-il un écrivain américain ou un écrivain yiddish d'origine polonaise en terre étrangère ? Ma thèse s'efforce de répondre à cette question en invoquant le concept du palimpseste pour mieux comprendre comment le New York de Singer, tout comme le Miami d'Ozick, par exemple dans Rosa, peut donner à lire en filigrane tout un univers peuplé de spectres qui finit par prendre le pas sur le chronotope américain. Je noterai au passage que j'ai récemment été rassurée par l'intérêt renouvelé pour Singer, y compris parmi certains chercheurs en littérature américaine, étant donné que 3 des membres de ce jury ont proposé hommage de brillantes présentations le mois dernier à l'occasion du colloque Singer. Mon mémoire de Master 1 était plus précisément consacré à la question de la vulnérabilité dans un corpus composé de nouvelles singeriennes. Je l'avais intitulé Men of Great Suffering, reprenant une interview de l'auteur qui définissait de la sorte l'ensemble de ses personnages. C'est dans ce travail que j'ai commencé à m'intéresser à des questions qui allaient devenir centrales dans ma thèse, notamment la hantise par anticipation, c'est-à-dire la question du brouillage temporel et de l'effet de rime, pour reprendre une expression du professeur Amfreville, dans les nouvelles où il est précisément question de la perte. Ces recherches avaient été nourries entre autres par la théorie du care, par l'œuvre de Jean-Michel Ganto sur la thématique de la vulnérabilité en littérature, qui m'avait été recommandée par mon directeur ici présent, et par de premières références à l'éthique lévinassienne, qui allait devenir plus centrale encore l'année suivante. En effet, pour mon mémoire de Master 2, j'avais souhaité me tourner vers un auteur qui me paraissait plus aisé d'assimiler à ce canon de la littérature juive américaine. Je suis revenue sur ce présupposé optimiste dans l'introduction de ma thèse, en citant les réticences qui étaient celles à la fois de Malamud et de Bello, à se voir coller une sorte d'étiquette particulariste. C'est après tout à Malamud que l'on doit la formule énigmatique « All men are Jews, except they don't know it ». J'avais alors lu l'ensemble des nouvelles malamudiennes et la thématique que je souhaitais explorer était celle des relations interpersonnelles, notamment entre les protagonistes, dont il me tenait à cœur de proposer une lecture lévinassienne. Ce travail, je l'ai intitulé « Suis-je le gardien de mon frère ? L'ambiguïté de l'exigence éthique dans les nouvelles de Bernard Malamud, dialogue avec Emmanuel Lévinas ».
J'y identifiais une forme d'esthétique de l'inachèvement, pour reprendre les termes de ma co-directrice de thèse, à l'œuvre dans le récit malamudien, ainsi qu'un schéma quasi constant de délogement radical par la figure de l'autre, dont j'ai également fait l'objet central de mon premier livre sur le retour dans la tradition et la culture juive, publié aux éditions Actes Sud en octobre 2023. Ces analyses de l'émergence de la subjectivité par la suggestion au visage implorant de l'autre m'ont permis de nommer un premier paradoxe de la violence, dont j'ai également fait état dans ma thèse. Pour citer Éthique et Infini de Lévinas, le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le meurtre, il est vrai, est un fait banal. On peut tuer autrui. L'exigence éthique n'est pas une nécessité ontologique. L'interdiction de tuer ne rend pas le meurtre impossible. Et de fait, dans les nouvelles malamudiennes, la question du deuil et de la perte se présentait déjà à moi, à travers le constat du triomphe occasionnel de l'indifférence dans plusieurs des récits du corpus. La question de Caïn dans la Bible, suis-je le gardien de mon frère, se voulait d'ailleurs précisément rhétorique. Je trouvais même chez Malamud, de façon plus troublante, une violence qui semblait dire tout ce que la présence de l'autre, y compris en tant qu'être pour la mort, avait d'insoutenable. Tuer pour ne pas voir mourir celui qui était de toute façon, en quelque sorte, déjà mort, telle fut ma relecture de la tragédie de l'oiseau juif. C'est ainsi que pas à pas j'avançais vers mon sujet de thèse. Le professeur Amfreville conçut alors que, s'il consentait à continuer de diriger mes travaux, l'aide d'une éminente spécialiste de la littérature juive américaine allait nous être indispensable. Nous la trouvâmes en la personne de la professeure Paul Lévy, dont les nombreux écrits sur vélo, et beaucoup de mes autres auteurs de thèse, n'allaient pas manquer de me guider dans la découverte de celui de mes auteurs de thèse qui m'était le moins familier, à savoir Bello. Je dois également à Madame Lévy l'entrée dans le monde des études juives aux États-Unis dès 2019. Elle m'a fait assez confiance pour m'envoyer à Miami au séminaire du Jewish American and Holocaust Literature Association, où elle présentait elle-même régulièrement ses travaux, et n'a pas manqué de m'indiquer par la suite des pistes de recherche et de publication, tout en m'indiquant les domaines dans lesquels il me fallait aller plus loin dans l'analyse, à commencer par la question de l'humour chez Bello, ne pas simplement dire c'est drôle mais expliquer pourquoi, et par la question de l'intersection entre art et idolâtrie chez Ozick. En 2019, je présentais à l'ENS les prémices du travail que vous m'avez fait l'honneur de lire. Cette fois-ci, le corpus de nouvelles était quasi définitif et nous étions arrivés aux 4 auteurs que je vous ai présentés. Je souhaite à présent dire un mot de la thématique centrale de ce travail de thèse. Le deuil est un sujet délicat. Il n'est pas aisé d'y travailler jour après jour pendant 5 ans. Parfois, l'étude de certaines des nouvelles, notamment celle de Cynthia Ozick, portant sur la perte de tout jeunes enfants, suscitait en moi une sensation de désarroi, de malaise, particulièrement lorsque, posant les Collected Stories, j'avais sous les yeux mes propres petites filles qui ont le même âge que les personnages au destin tragique de Magda, Henrietta ou Christina. Que dire du récit singerien The Power of Darkness, qui met en scène une grossesse monstrueuse que la mère ressent comme un phénomène de possession terrifiant et qui finit par lui coûter la vie. Ces défis, dus au lien inextricable qui unit la lecture, l'analyse et le quotidien dans lesquels elle se trouve inévitablement plongée, me paraissent à ce jour inhérents à la démarche de recherche. J'irai plus loin, ces phénomènes de superposition constants permettent dans une certaine mesure d'incarner plus pleinement son sujet et de nourrir le questionnement à l'aide du vécu. Je ne regrette donc en rien d'avoir choisi une thématique aussi lourde, car lourde, elle le fut aussi de sens. Je conclurai sur ce point en précisant que ce serait peut-être manquer d'honnêteté intellectuelle que d'omettre les racines de ce sujet dans mon histoire personnelle. En réalité, toute la théorisation que j'ai empruntée à Derrida ou à Freud de mon concept central est directement liée au rejet précoce d'une expression bien connue, surtout hélas dans son acception vulgarisée, à savoir faire son deuil. En 2008, mon père, Jean-Marc Sommer, de mémoire bénie, est décédé d'une tumeur au pancréas. J'avais 12 ans. C'est alors que j'ai commencé à entendre, et simultanément à haïr de toutes mes forces, cette expression « faire son deuil », dans laquelle je voyais une vaste supercherie. Devaient être les psychologues, mais plus largement les adultes, espéraient sans doute me rassurer en m'annonçant que ma détresse avait une date de péremption prédéterminée, affirmant par exemple « le deuil dure 2 ans et ensuite on a fait son deuil ». Et puis on passe à autre chose. D'ailleurs, il est une autre image fortement ancrée dans le langage courant, à laquelle toute ma thèse entend répondre, environ 16 ans après les faits, c'est « tu verras, on tourne la page ».
Il m'a donc fallu faire une thèse de littérature, précisément pour prolonger indéfiniment la lecture de mon propre Sefer Zichronot, terme qui désigne dans la liturgie juive le livre du souvenir. En somme, je crois que ce travail, et j'emploie cette fois-ci le mot à dessein pour désigner à la fois la thèse et tout ce qui la sous-tend, témoigne du fait que, non, le deuil ne dure pas forcément 2 ans. C'est pourquoi j'ai tant insisté dans ma thèse sur la formule d'Héridienne de travail au travail du deuil, guidée par ce qui fut pour moi non seulement une référence critique utile, mais aussi le point de départ de toute la thèse. Je citerai de nouveau ce passage de Derrida dans son contexte. Quiconque travaille ainsi au travail du deuil apprend l'impossible, et que le deuil est interminable, inconsolable, irréconciliable, jusqu'à la mort. Voilà ce que c'est quiconque travaille au deuil, travaillant au deuil comme à son objet et à sa ressource à la fois. C'est l'occasion d'évoquer l'évolution de mon sujet de thèse, notamment dans sa formulation en triptyque. Tel que je le présentais à l'École normale supérieure en 2019, il s'intitulait encore « Yizkor », éthique et esthétique du deuil impossible, dans les nouvelles de Bello, Malamud, Ozick et Singer. C'est seulement dans ma dernière année de thèse que j'ai fini par accepter de retirer enfin cet adjectif qui me tenait pourtant beaucoup à cœur, impossible. Tourner la page, voilà ce qui était impossible, mais le travail du deuil, au contraire, devait permettre, ainsi que je m'efforçais de l'illustrer à partir du corpus, de déboucher sur autre chose que la mélancolie. Ici définie comme le refus mortifère de laisser se distendre avec le temps les liens qui nous unissaient à l'objet perdu. Une résistance naturelle, je cite Freud, si vive que l'endeuillé se détourne de la réalité et s'accroche à l'objet par une psychose hallucinatoire de désir. Je retrouvais chez Singer, chez Ozick, des personnages en proie à une véritable mélancolie. Elle prenait alors une forme obsessionnelle, pathologique. Le plus souvent, elle finissait par coûter la vie aux protagonistes qui en avaient souffert et qui retrouvaient, comme c'est le cas dans The Dead Fiddler ou One Night in Brazil, le D-Book de l'amant perdu depuis bien longtemps. Je souhaite revenir sur un autre point important quant à l'évolution du titre. Yizkor, ce qui donnerait en français « qu'ils se souviennent », et l'expression tirée de la liturgie juive qui représentait le mieux à mes yeux le geste primordial de la délégation du deuil à un Dieu que l'on postule comme infiniment souvenant, que l'on célèbre à chaque nouvelle année à Rosh Hashanah comme le maître des Zichronot, détenteur de toute mémoire et, contrairement à nous, imperméable à l'oubli. Mais il n'est pas à exclure que ce Yizkor soit en littérature assumé par d'autres. D'une part, l'auteur, mémorialiste de sa propre culture, tendrait la main peut-être aux lecteurs et lectrices pour leur confier une mémoire vive. J'ai alors commencé à poser les premiers jalons de ce que j'ai appelé une éthique de la réception, en vertu de laquelle ceux et celles qui héritent du livre, et simultanément des mondes et des personnages engloutis qu'ils tentent de faire émerger sous l'apparence de spectres, ces lecteurs et lectrices se voient assigner le rôle de témoins et de relais d'un manque. Que cette transmission puisse précisément échouer est au cœur de certains des textes du corpus. Par exemple, la nouvelle Envy or Yiddish in America d'Ozick ou encore la novella de Saul Bellow, The Belarus Connection. Mais ce risque ne diminue en rien de part et d'autre la responsabilité, d'un côté de remettre le legs, de ne pas laisser le silence triompher dans un contexte post-Shoah, et de l'autre de s'en faire humblement le passeur. C'est-à-dire de faire, fût-ce de façon médiée, l'expérience d'une perte infinie, chaque fois unique, à la fin du monde. Cet impératif, je lui ai redonné en première partie son nom biblique, Zachor, souviens-toi, expression tirée de Deutéronome 25-17, souviens-toi d'oublier Amalek, tel est le paradoxe de cette injonction, c'est-à-dire souviens-toi d'oublier le mal sans toutefois oublier ceux à qui le mal a été fait, les Necheshalim, les vulnérables. Tel m'a paru être rétroactivement le point de départ de la possibilité même de dire Yizkor, une injonction mémorielle qui aurait été dans un premier temps transmise au peuple sur le mode de l'assignation au souvenir et qu'il aurait en quelque sorte rendu à Dieu par la suite. Comme pour dire, c'est à toi, maître des réminiscences, qu'il revient de te souvenir de nous. Il ne me restait plus qu'à trouver l'articulation manquante, le Kaddish. Le Kaddish, prière des morts par excellence dans la liturgie juive, se tient séparé. C'est d'ailleurs au sein qu'il est par définition que le Kaddish se rattache et non plus au souvenir. C'est the odd one out, ne serait-ce que parce qu'il ne partage pas avec Zachor et Yizkor une racine commune, mais plus spécifiquement parce que le Kaddish ne dit rien de la mort, du mort, ni de la perte. Il s'agit à première vue d'une sorte de hors-sujet. Et pourtant, la forme même de sa sombre litanie, scandée par les endeuillés, regroupés à cette occasion, évoque malgré tout, dans sa rythmique,
dans ses inflexions le deuil en question. On passe alors du diptyque Zachor Yizkor, qui présuppose la thématisation de la perte comme possibilité même d'un discours sur la mort, qu'on le prenne en charge ou qu'on s'en exempte d'ailleurs, au Kaddish, qui reviendrait à dire la perte de façon oblique, voire en l'incorporant directement dans la structure même du récit, sur le mode de la hantise, éthique et esthétique du deuil. J'ai voulu montrer dans mon travail que dire l'absence, et surtout l'absent, est une tâche qui implique la recherche de formes nouvelles, d'une esthétique qui parviendrait à figurer le vide. Dans le corpus, les nouvelles favorisent des formes non linéaires pour dire l'après-coup du trauma. Ainsi, on constate face à l'analyse des récits que le trauma fait œuvre et que le texte, comme une sorte de matrice, témoigne de son fonctionnement interne. À travers le prisme de toutes les nouvelles étudiées, j'ai eu l'occasion de transposer dans le domaine de la fiction certaines des intuitions les plus porteuses de la psychanalyse et des études du trauma au sujet du deuil. Et notamment d'observer que le trauma est d'abord la mise en évidence d'un lieu d'inscription et d'effacement où s'inscrivent ce que Freud définit sur le plan psychique comme des traces mnésiques et amnésiques. Plus précisément, la mise en fiction devait permettre de représenter l'élaboration d'un vécu qui n'a pas été directement assimilé dans le psychisme et a fait l'objet d'une transformation rétroactive. La littérature est donc peut-être à même de témoigner d'une lacune qu'elle tente simultanément de combler. Je souhaite, en guise de conclusion, dire quelques mots sur les perspectives d'amélioration qui me permettront de mettre un point final à ce travail. Je tiens à remercier mon rapporteur et ma rapportrice de m'avoir suggéré bon nombre de ces pistes, allant jusqu'à relever quelques fâcheuses coquilles qui ne manqueront pas de disparaître de la version finale. Tout d'abord, du point de vue formel, je souhaite réécrire la plupart des transitions entre les sous-parties de la troisième partie qui ont semblé au jury assez maladroitement amenées, et pour cause, je pense qu'un souci de tout dire avant que de terminer la thèse a eu raison du fil rouge qui aurait dû lier mes propos entre eux de façon plus claire. Donc, premier point, rendre les articulations plus perceptibles et moins artificielles. Deuxième point, une section de ma deuxième partie sur le long silence des écrivains juifs américains durant la Shoah se focalise peut-être excessivement sur la figure de Saul Bellow comme exemple d'un refus de deuil. La thèse s'écarte pendant quelques pages du corpus pour s'intéresser à la production, y compris romanesque, de Bellow. Ce qui est problématique, c'est que ces analyses ne trouvent pas de parallèle chez les trois autres auteurs, comme si j'avais tout à coup enfilé des œillères Bellow. Pour une raison extrêmement simple, ces lettres sur la question de la Shoah me paraissaient extrêmement révélatrices, et il est plus aisé de commenter des lettres qui font état d'une culpabilité de s'être tue qu'un silence pur et simple. Or, si j'avais poussé ma réflexion jusqu'au bout, j'aurais pu apporter un contre-exemple de taille à cette théorie du long silence, quelques micro-lectures tirées du roman Ombre sur l'Hudson, que je ne cite qu'en passant dans ma thèse et que le professeur Anfreville a si brillamment analysé lors du récent colloque Singer, aurait suffi à remettre en cause le présupposé qui voudrait que tous les écrivains juifs américains, ou presque, se seraient tus, notamment pendant les années 50. Puisque je fais du procès Eichmann, le point de départ d'une prise de conscience collective des écrivains. De fait, Singer publie Ombre sur l'Hudson, sous forme périodique dans le Forward, précisément dans les années 50, puis dans un volume unique, en 1957, dans les deux cas en yiddish. On m'objectera peut-être, à raison, que le public américain n'était pas prêt à lire cet impressionnant roman fluff qui ne sera traduit qu'en 1988, soit 10 ans après le Nobel. Toutefois, il me paraît important de noter que, là encore, Singer fait exception. Quant à Cynthia Ozick, née en 1928, comment peut-on lui reprocher son silence d'écrivain dans les années 40 et 50, quand son premier roman, Trust, ne fut pas publié avant 1966. Roman dans lequel il est mentionné que le personnage d'Enoch Vand compile des listes de noms des victimes de la Shoah. En somme, je pense qu'il faut réécrire avec un peu moins de sévérité cette section de ma deuxième partie, a fortiori quand on sait que le parallèle est fait avec une figure de monstre d'indifférence, le Bellarossa de Bellow, dans The Bellarossa Connection, dont la lecture fait office d'introduction à cette section plus historique. Dans ma conclusion, je souhaite reprendre le terme d'éthique de la réception, qu'il faudrait peut-être développer et affiner. Il me tient à cœur de montrer que ce n'est pas un fourre-tout, mais bien l'extension au lecteur de l'impératif du Zachor tiré de son contexte religieux, qui implique que lecteurs et lectrices partent en quête des traces textuelles disséminées dans le récit pour mieux en comprendre l'issue. En somme, quelque chose se joue de l'ordre de la rétention et du retour, qui impliquerait nécessairement une lecture seconde, voire une troisième, et ainsi de suite. Notons au passage que la tradition juive marque la clôture de l'étude d'un volume du Talmud par la formule rituelle Hadran Alach,
qu'on traduit souvent par « nous reviendrons vers toi », une sorte d'adresse presque amoureuse, mais qui signifie en réalité « nous sommes revenus vers toi », ce qui fait de toute lecture une lecture seconde. Troisième point, le corpus annoncé en page 3 de la thèse est source de confusion. Il regroupe l'ensemble des nouvelles dans lesquelles prévaut chez mes 4 auteurs la problématique de la mémoire et du deuil, et procède d'un repérage assez ancien. Mais la rapportrice, Madame Félix, note une faille conséquente. Certains sont par la suite sous-exploités dans le corps de la thèse, voire ne font l'objet d'aucun résumé, micro-lecture ou analyse. Généralement parce que ces récits ne m'ont pas paru aussi centraux que les autres pour développer mon analyse. Il s'agira donc de procéder en 2 temps. En vue de la publication de la thèse, réduire le corpus aux nouvelles effectivement étudiées dans le corps de la thèse. Et dans un second temps, conserver la liste des autres nouvelles pour y consacrer un éventuel article ou pour nourrir la réflexion sur le traitement du deuil dans l'œuvre de chacun de mes auteurs. Je terminerai en évoquant certaines pistes d'amélioration futures portant sur des domaines sans doute sous-exploités dans mon travail de thèse, la question de l'humour et des écarts de ton dans des œuvres sur la thématique du deuil, la spécificité donc d'un humour juif grinçant qui n'hésite pas à rire, y compris, voire a fortiori, de la mort, la théorie de la réception sur laquelle je souhaite faire de plus amples recherches, ou encore le statut du narrateur témoin, qui pose évidemment la question des très nombreux narrateurs non fiables que l'on trouve dans les récits du corpus. Le témoignage du narrateur est-il digne qu'on lui accorde du crédit? Est-il factuel? A-t-il vocation à l'être? Je relisais juste avant cette soutenance l'ouvrage historique essentiel d'Annette Wiewiórka, L'ère du témoin. Et j'y retrouvais ces problématiques qui me passionnent sur la question du témoignage, direct et indirect, mais aussi de la passation de la mémoire, de ses enjeux, de ses écueils. J'y trouvais aussi ces mots de Simon Dubnov, que Pierre Vidal-Naquet a nommé l'homme mémoire, et qu'il nous a laissés avant d'être assassiné le 8 décembre 1941 à Riga, lors de la liquidation du ghetto. Je terminerai ma présentation en le citant, parce que l'impératif qu'il énonce me paraît être la reformulation d'un Zachor des temps modernes, et résumer à merveille l'entreprise littéraire de mes auteurs de thèse. Bonnes gens, n'oubliez pas, bonnes gens, racontez, bonnes gens, écrivez. Peut-être faudrait-il rajouter, bonnes gens, lisez, bonnes gens, écoutez, puisque c'est désormais ce qui se joue.